Bonjour à toutes et à tous. Nos métropoles grandissent à une vitesse assez folle, on est d'accord. Mais derrière les tours flambant neuves, derrière les quartiers qui ont l'air super modernes, eh bien, une autre réalité plus complexe se dessine. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, cette impression de vivre dans une ville à deux vitesses. D'un côté, on a le dynamisme, la modernité, et de l'autre, des quartiers qui ont l'air oubliés, laissés pour compte. D'où notre problématique d'aujourd'hui, en quoi les métropoles sont-elles inégalitaires ? Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord saisir l'ampleur du phénomène. Parce que, attention, les métropoles ne font pas que grandir, non, elles se métamorphosent, elles se transforment de A à Z. Le premier phénomène est la périurbanisation, que l'on peut définir comme l'extension des surfaces artificialisées des villes en périphérie des agglomérations urbaines. C'est-à-dire qu'avec la croissance démographique, les métropoles ne s'étendent pas seulement en hauteur, mais aussi en surface. Pour faire simple, les gens quittent le centre-ville pour s'installer un peu plus loin, souvent pour trouver plus d'espace ou bien sûr des logements moins chers. Résultat, la ville déborde et vient grignoter la campagne et les terres agricoles. Et la conséquence la plus visible, la plus directe de ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'explosion des déplacements et de la voiture individuelle. Ainsi, les habitants effectuent des déplacements quotidiens entre les espaces périurbains et le pôle urbain. Voilà ce qu'on appelle les mobilités pendulaires, c'est-à-dire des déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail ou pour les loisirs. Les distances s'allongent, ce qui impacte non seulement nos vies quotidiennes, mais aussi l'environnement. Cela a de plus pour conséquence de faire émerger ce que les experts appellent des edge cities ou des villes lisières. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des nouveaux centres ou centres secondaires qui poussent en périphérie des aires urbaines et qui sont complètement autonomes. Ces edge cities ou villes lisières constituent aussi de nouveaux lieux de vie dont les capacités concurrencent en partie le noyau urbain principal. Elles sont souvent situées près des aéroports et des échangeurs autoroutiers. L'exemple parfait, celui qui parle à tout le monde, c'est la Silicon Valley en Californie. Au départ, c'est une banlieue de San Francisco, mais ce n'est plus du tout ça. C'est aujourd'hui un pôle métropolitain à part entière. Il a ses propres emplois, ses propres services et une force d'attraction qui est mondiale. Mais évidemment, toute cette réorganisation de l'espace a des conséquences et crée des inégalités sociales et géographiques de plus en plus profondes au sein même des populations. Le phénomène le plus connu, on en entend souvent parler, c'est la gentrification. C'est quoi exactement ? Pour définition, on peut dire que la gentrification est un processus de remplacement des classes populaires par les classes plus aisées ou plus riches. C'est quand des quartiers centraux, après avoir été rénovés, deviennent tellement chers que les habitants d'origine, souvent plus modestes, sont obligés de partir. La gentrification entraîne donc le départ des habitants modestes remplacés par des populations plus aisées. Et si on regarde à l'échelle mondiale, cette inégalité atteint des proportions vertigineuses. C'est alors que l'on parle de fragmentation socio-spatiale. Cette fragmentation socio-spatiale est inscrite dans le paysage de nos villes. Il s'agit de la coupure partielle ou totale entre différents espaces d'une ville en raison de très forts contrastes sociaux et économiques. Cela se traduit par des quartiers très contrastés où la pauvreté et la richesse coexistent parfois à quelques mètres de distance. Prenez ce chiffre, 900 millions, c'est juste énorme. C'est le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui dans des habitats informels. Les habitats informels sont définis comme des habitats non autorisés par les pouvoirs publics. Plus simplement, ce sont des bidonvilles. Ces habitats informels, on les trouve particulièrement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ces quartiers se caractérisent par l'insalubrité, l'insécurité et un faible accès aux services essentiels tels que l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé. Ces habitats informels devraient tripler d'ici 2050 avec 3 milliards d'habitants. Et de l'autre, à l'extrême opposé, nous trouvons les gated communities, des quartiers résidentiels. Ce sont des résidences fermées, ultra sécurisées, regroupant des populations aisées, recherchant sécurité et cadres de vie privilégiés. Ces gated communities illustrent une forme de ségrégation volontaire, observable aussi bien dans les pays du Nord que du Sud. C'est une séparation, une ségrégation qui est physique, visible. Alors, cette dualité, cette division des métropoles engendre de nouveaux défis, à la fois politiques et organisationnels. Effectivement, face à ces villes de plus en plus inégales, une question se pose. Comment faire pour gérer tout ça ? Et cette question, ce défi politique, est ce qu'on appelle la gouvernance urbaine. Là, on touche au cœur du problème. La question est, qui a la vision d'ensemble ?
Qui est vraiment aux commandes? En fait, le pouvoir est complètement éparpillé. L'étalement urbain et la multiplication des communes rendent la gestion des métropoles très complexe. Chaque municipalité a ses propres objectifs, ses propres intérêts, ce qui rend la coordination quasi impossible. On se retrouve avec des priorités qui se tirent dans les pattes. D'un côté, il faut attirer les entreprises, de l'autre, protéger l'environnement, et en même temps, réduire les inégalités. C'est un vrai casse-tête. La question est donc, quel modèle de ville veut-on construire pour demain? Ce débat oppose principalement deux visions. Il y a d'un côté les partisans de la ville compacte, de l'autre, les défenseurs de la ville étalée. D'un côté, la ville étalée suppose l'augmentation de la superficie d'une ville afin de réduire la densité de la population. C'est donc une ville qui s'étend et repose de fait sur la périurbanisation, sur l'étalement urbain. Elle génère par conséquent d'énormes problèmes de trafic et des coûts d'infrastructure qui explosent. À l'inverse, on trouve la ville compacte, qui favorise la densité. Tout doit être proche. Elles sont conçues pour maintenir les résidents à proximité de tout ce dont ils ont besoin pour la vie quotidienne, y compris les achats, l'éducation, le logement et le travail. La logique est de réduire le temps que les gens passent pour se déplacer. Par conséquent, de réduire l'utilisation de combustibles fossiles et d'éviter l'étalement urbain sur les espaces ruraux. Dans ce débat, la solution, ce n'est peut-être pas de choisir l'un ou l'autre. C'est pourquoi émerge un modèle hybride qu'on appelle le modèle polycentrique. L'idée, c'est d'avoir non pas un seul grand centre, mais des polycentres, plusieurs centres secondaires, et bien équipés, et surtout très bien connectés entre eux par des transports en commun efficaces. C'est pourquoi on entend aujourd'hui parler des smart cities, les villes intelligentes, qui utilisent la technologie et le numérique pour mieux gérer les déchets, l'énergie, le trafic, etc. Et puis il y a le concept de la ville du quart d'heure, où tout ce dont on a besoin au quotidien, le travail, les courses, l'école, serait accessible à moins de 15 minutes à pied ou à vélo. Le but, améliorer la qualité de vie, tout simplement. Alors, que retenir ? Tout d'abord, la recomposition spatiale des métropoles se traduit par un fort étalement urbain et la périurbanisation augmentant les mobilités pendulaires, distance entre les lieux d'habitation et de travail. Par conséquent, l'agglomération urbaine se divise et s'organise autour d'une ville-centre et de ses banlieues, avec une spécialisation des fonctions qui peut aboutir à de nouveaux centres secondaires comme les edge cities. Ensuite, ce modèle urbain illustre une autre division, une division à la fois des fonctions et des populations, où le centre concentre les activités de commandement et les populations aisées, tandis que les populations plus pauvres sont rejetées aux périphéries. Ce qui provoque des inégalités socio-spatiales à l'intérieur des métropoles, visibles à travers la gentrification, la présence d'habitats informels, les bidonvilles, et de gated communities, quartiers résidentiels. Finalement, les défis de la métropolisation sont la gouvernance urbaine, c'est-à-dire la gestion de ces inégalités et la promotion d'un développement urbain durable. Et ça nous amène à la question finale, la question fondamentale pour l'avenir. Il est peut-être bien que nos villes deviennent plus intelligentes, plus efficaces, mais est-ce qu'elles pourront aussi devenir plus justes ? Comment réparer les fractures sociales ? C'est vraiment la réponse à cette question qui dessinera le visage de la métropole de demain. Alors merci de votre écoute et beau soleil à vous.